Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'une série qui va s'appeler Le sens des mots. Si vous venez de découvrir la chaîne, j'explique rapidement le principe. Ici, on fait de la philosophie comme nulle part ailleurs, ce que j'appelle la philosophie de combat. On ne se contente pas de réfléchir dans le vide, on pense pour comprendre le monde et agir dans le réel. Le sens des mots, c'est l'émission où je choisis un mot que j'analyse de manière rigoureuse, nuancée et précise, comme l'exige la philosophie. L'idée derrière, c'est que les mots sont des armes. Toute propagande manipule le sens des mots pour pouvoir imposer son idéologie. Parce que c'est en déformant le sens des mots qu'on déforme les esprits. Moi, je pense que les mots ont un sens et que ce sens profond empêche certaines interprétations. Et donc, être au clair sur le sens des mots, c'est faire un pas de plus vers la vérité. Aujourd'hui, on va parler de la science. C'est un mot qu'on a tendance à vénérer et c'est bien pour ça que je m'y attaque. Pour la définition, je suis allé demander à Larousse, qui m'a sorti 4 définitions. Je vous les mets à titre indicatif. Donc, ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes, obéissant à des lois et ou vérifiés par les méthodes expérimentales. Chacune des branches de la connaissance, du savoir, souvent pluriel, par exemple les sciences mathématiques. Littéraire, connaissance approfondie d'un domaine quelconque, acquise par la réflexion ou l'expérience, par exemple la science du cœur humain, ou manière habile de mettre en œuvre des connaissances acquises dans une technique, par exemple la science des couleurs. Alors, je vais analyser cette définition et on va voir ce qu'on peut en tirer. En gros, réduite à sa plus simple expression, la définition nous dit « La science, c'est un ensemble de connaissances. Cet ensemble, il est cohérent, ça c'est logique, on ne peut pas dire n'importe quoi, et cet ensemble cohérent de connaissances, il porte sur des faits, des objets ou des phénomènes. Donc pour ne pas s'embrouiller, il faut comprendre juste que chaque science a un sujet d'étude qui peut être des faits, des objets ou des phénomènes. Et ces objets obéissent à des lois et sont vérifiés par des méthodes expérimentales. Donc en gros, la science énonce des lois qu'elle vérifie par l'expérience. Donc pour résumer, la science, c'est quand on sait quelque chose sur un sujet et que ce qu'on dit est cohérent et vérifié par une méthode bien précise qui se fonde notamment sur l'expérience. Donc moi, j'ai une critique seulement à émettre par rapport à cette définition, c'est qu'elle oublie que cet ensemble de connaissances, il est vivant, il n'est pas mort, il circule, il est transmis, enseigné, interrogé, constamment revu et corrigé. Donc la science est avant tout un discours de vérité sur le réel. Et ce discours, on vit dans un monde où il est mis sur un piédestal. La vérité scientifique est considérée comme la vérité des vérités. C'est comme si la seule chose digne de confiance était la science. D'ailleurs, quand on veut discréditer quelqu'un, on l'accuse de ne pas être scientifique. Bon déjà, moi je me demande pourquoi la science au singulier? Il n'y a pas qu'une seule science. Il me semble bien, moi, que ce qui existe, c'est les sciences. Chacune a son objet, sa méthode, ses outils. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la science au singulier? Et où est-ce qu'on l'entend, cette expression? Souvent, on l'entend dans les médias ou dans la publicité. C'est une formulation qui est souvent utilisée comme argument marketing. C'est le fameux « prouver scientifiquement ». C'est la science comme argument d'autorité. Argument d'autorité qui s'incarne dans la figure d'autorité qu'est le scientifique. On nous présente toujours comme un mec en blouse blanche dans un laboratoire. Et donc tout ça, c'est des représentations inconscientes qu'on a. La plupart d'entre nous, on n'a jamais rencontré de scientifique et on ne sait pas vraiment ce que c'est que la science. Et donc l'autorité, elle est forcément lointaine. Elle est même d'autant plus forte qu'elle est lointaine. Plus le scientifique nous est inconnu, plus son autorité est forte. Et tellement forte qu'on peut tout se faire vendre sous prétexte de science. Que ce soit des yaourts, des cosmétiques, du dentifrice, peu importe. Et sans se mentir, ça fonctionne. On est sensible à cet argument. On veut être sûr que ce qu'on achète va nous être utile, alors on fait confiance à la science. Mais alors, d'où nous vient cette confiance aveugle dans la science? En réfléchissant, on comprend que ça vient de l'éducation qu'on a reçue. Repensez à vos cours d'histoire quand vous étiez gosse. En France, qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous dit à peu près, voilà, avant, les gens, ils étaient crédules, en gros, ils étaient débiles, ils croyaient en Dieu,
Mais à partir des Lumières et de la Révolution française, on a enfin compris que la science était supérieure à la croyance parce qu'elle prouve ce qu'elle avance. Et donc on peut faire confiance aux scientifiques parce qu'ils prouvent ce qu'ils avancent, contrairement aux curés. Dans ce discours, il faut relever un paradoxe. Ce paradoxe, c'est qu'on doit croire en la science. Réfléchissez. La plupart d'entre nous, on n'a pas reçu de formation scientifique. On ne peut que faire confiance à ce que nous disent les scientifiques, donc ces fameux individus qu'on n'a jamais rencontrés. D'ailleurs, dans les médias, on entend souvent « les scientifiques ont prouvé que », ou alors, dernièrement, « le consensus scientifique dit que », comme s'il y avait un consensus scientifique. Ou encore mieux, une étude scientifique américaine a montré que blablabla. Donc là, il y a double argument d'autorité, à la fois scientifique et américain. Donc la plupart du temps, comme j'ai dit, on ne sait pas très bien qui sont ces scientifiques. On ne les montre jamais. On ne peut que croire à leurs découvertes, qu'on est incapable de comprendre dans leurs détails. En fait, pour ce qui est des sujets d'études complexes, on ne fait que se soumettre à l'autorité des scientifiques, car on n'a ni le temps, ni les moyens de vérifier les résultats auxquels ils ont abouti par leurs expériences. Le scientifique, il a donc un pouvoir analogue à celui du prêtre, celui de faire croire quelque chose à la foule. Si on veut être un peu taquin, on peut même dire que nous, les simples mortels, on ne peut pas pénétrer les mystères de la science. Donc, cette science, la science au singulier, est-ce qu'elle est si sûre que ça ? Est-ce qu'on peut lui faire une confiance aveugle ? Là, il faut se demander, est-ce que l'expression « la science » peut désigner autre chose qu'un argument marketing ? Qu'est-ce que désigne l'adjectif « scientifique » ? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun à toutes les sciences ? Alors on pourrait se dire peut-être la méthode scientifique. Ce qui est de commun à toutes les sciences, c'est une certaine rigueur dans la méthode, notamment le rapport théorie-expérience. On se souvient de la définition « ensemble cohérent de connaissances, blablabla, vérifié par des méthodes expérimentales ». Ce qui fonde la méthode scientifique, c'est on a une théorie et on la vérifie par l'expérience dans le réel. Une science ne peut pas être prise au sérieux si elle affirme n'importe quoi sans vérifier ses théories. Donc le processus est le suivant. On a une intuition, on fait une hypothèse, on fait des expériences qui la valident ou non, et de cette expérience, on déduit une loi qui est l'expression d'une tendance. Et ça, c'est super important, il faut comprendre ça, écoutez bien. La plupart des lois scientifiques sont tendancielles. Tendanciel, c'est le contraire d'absolu. Je vais donner un exemple. Quand on dit « les hommes sont plus grands que les femmes », il y a toujours quelqu'un pour dire « non, mais il y a certaines femmes qui sont plus grandes que certains hommes, alors c'est pas vrai ». Évidemment que tous les hommes ne sont pas plus grands que toutes les femmes. On veut juste dire la chose suivante. Si on prend un homme et une femme au hasard dans une société donnée, on a plus de chances de tomber juste en prédisant que l'homme sera plus grand. C'est fou, mais il y a énormément de gens qui semblent ne pas comprendre ça. Et je pense que la raison en est que quand on commence à parler de science, la plupart d'entre nous sont victimes d'un énorme préjugé. Ce préjugé, c'est celui d'accorder trop d'importance aux mathématiques notamment et aussi à la physique, aux sciences dures. Il faut s'attarder un peu sur ce cas particulier des mathématiques pour comprendre. Si je vous demande de me citer un génie des sciences, vous me dites Albert Einstein. C'est le nom qui vient en tête à la plupart des gens. On est conditionné à associer intelligence égale Einstein égale physique et mathématiques. La physique n'étant jamais que des mathématiques appliquées. Or, en maths, il y a une règle de base très importante. Deux choses contradictoires ne peuvent pas être vraies en même temps. Les maths, c'est binaire. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Le problème, c'est que dans la réalité humaine, les choses ne sont pas aussi simples. La réalité humaine n'est pas mathématique. Les mathématiques, c'est un cas particulier parmi les sciences. Leur objet, les nombres, il est entièrement abstrait. Du coup, les lois que les mathématiques expriment, elles sont absolues. D'ailleurs, c'est la seule science qui est dans ce cas-là. Les autres sciences ont des lois qui sont tendancielles.
Il faut bien comprendre une chose. À l'origine, les maths ne sont qu'un outil au service de la physique, qui elle-même d'ailleurs n'est qu'un outil au service de l'ingénierie, parce que ce qui compte dans les sciences, c'est qu'on puisse les appliquer. Les mathématiques et la physique sont des modèles simplifiés du réel, et pas l'inverse. Les mathématiques et la physique sont imparfaites par rapport au réel. Le réel est beaucoup plus riche que ce qu'en présentent les maths et la physique. Et d'ailleurs, toute abstraction est un appauvrissement de son objet. Mais curieusement, de nos jours, on place les maths au-dessus de tout. Ça, c'est un biais cognitif qu'on peut tenter d'expliquer en comprenant que nous, les êtres humains, on adore la certitude. C'est un biais naturel qui est inscrit au plus profond de nous et qu'on peut expliquer par l'évolution. Notre environnement naturel, celui dans lequel nos ancêtres ont évolué pendant des millions d'années, il était tellement peu sûr qu'on cherche à tout prix la certitude, parce qu'on l'associe à la sécurité. On est câblé pour repérer le danger et s'en prévenir. Et quand on cherche à tout prix la certitude, qu'on associe à la sécurité et donc au bien, on ne voit pas que l'incertitude, qu'on associe à l'insécurité et donc au mal, grossièrement, l'incertitude, elle est également nécessaire à notre existence. Si on était certain de tout, si on savait à l'avance tout ce qui va arriver dans notre vie, on finirait par s'ennuyer, d'un ennui mortel, d'un ennui suicidaire. Mais c'est très difficile pour nous d'articuler ces deux réalités. On n'y peut rien, la certitude est plus attirante pour la plupart d'entre nous. On y est émotionnellement attaché, on penche plus naturellement vers elle. Du coup, on a du mal à penser subtilement l'articulation de la certitude et de l'incertitude dans nous. On veut à tout prix penser dans la dualité exclusive. Et les maths sont la seule parmi les sciences qui nous donne cette certitude et cette opportunité de penser en dualité exclusive. Elle se présente comme exacte et impartiale. Du coup, ça nous fait croire qu'on pourrait s'y fier exclusivement, c'est-à-dire à l'exclusion des autres sciences. Inconsciemment, on croit que les mathématiques sont infaillibles et sont la seule science sur laquelle on puisse s'appuyer. Mais ça, c'est pas vrai. En fait, la mathématisation ou la surmathématisation des sciences, c'est une dérive. C'est quelque chose de dangereux. On a tendance à devenir manichéen et on transpose le modèle mathématique dans d'autres sciences qui n'ont rien à voir avec elles et on pense en couples binaires opposés. Typiquement en sociologie, par exemple, qu'est-ce qu'on a de nos jours? Blanc contre noir, homme contre femme, etc., etc. C'est vraiment des couples binaires opposés. D'ailleurs, une fois, je me suis engueulé avec un mec comme ça qui me parlait d'un modèle mathématique de l'histoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'histoire. Comme si l'histoire obéissait à des lois mathématiques. C'est n'importe quoi. Et donc tout ça, c'est dangereux parce que ça tue toute tentative de pensée complexe et nuancée. Du coup, dans la suite de mon exposé, j'ai envie de, en quelque sorte, militer pour une nouvelle définition de la science qui serait tout en nuances. Il faut d'abord bien se rendre compte que la science a fini par être placée aussi haut que Dieu. Il y a tout un discours qui entoure la science du genre « c'est compliqué, tu ne peux pas comprendre, c'est scientifique ». Alors qu'en fait, les principes de base de la science sont plutôt simples. Et donc, il faut procéder à une démystification de la science. Non pas dire que la science n'est rien, ni amoindrir la complexité de certains domaines scientifiques, mais plutôt être au clair sur ce qu'elle est, la science, et savoir quelles sont ses limites. Donc, on va s'attaquer à certains mythes ou dogmes qui entourent la science. Le premier étant l'impartialité du scientifique. On croit souvent que la science est objective, neutre, impartiale, alors que ce n'est pas vrai. La science n'existe pas comme telle, elle n'existe pas par elle-même. C'est le scientifique qui fait la science. Et le scientifique, il est soumis aux mêmes contraintes économiques que tout le monde. Il faut qu'il vive. Et alors la question, c'est qui le paye? Quel est le pourcentage de ceux, parmi les scientifiques, qui sont réellement indépendants? On a vu émerger avec cette histoire de Covid-19 la notion de conflit d'intérêts. Ça, c'est vraiment une notion qui montre que le monde scientifique n'est pas objectif en lui-même. En réalité, ils sont très peu les scientifiques qui font de la recherche pure, la recherche pour faire de nouvelles découvertes et faire avancer la science. La plupart des scientifiques ne sont pas indépendants économiquement et en fait, ils cherchent ce qu'on leur dit de chercher. Ce sont des employés. La science est en grande partie soumise au pouvoir politique et au pouvoir économique. Et le scientifique, lui, comme tout le monde, il est aussi soumis à l'idéologie dominante, ce qu'on appelle la doxa.
Et il peut être dangereux pour lui de s'exprimer contre cette doxa, même s'il a raison. Dans l'histoire, on a l'exemple de Galilée, et plus proche de nous, on a aussi celui du professeur Raoult, qui a été très critiqué. Et même au-delà de ça, au-delà du scientifique, la science elle-même, comme pratique, comme discipline, ce n'est qu'un modèle finalement en perpétuelle évolution. Par exemple, la médecine. Au temps de Louis XIV, il y avait la théorie des humeurs, on pensait qu'on avait 12 litres de sang et on pratiquait encore la saignée. La question que je pose, c'est quel est l'équivalent actuel de la saignée ? Par exemple, notre modèle de médecine, il est très fortement fondé sur la chimie. Qui nous dit que ce modèle ne va pas être dépassé ? Qui nous dit que cette croyance absolue en la chimie n'est pas quelque chose qui va être remis en question ? Le deuxième dogme auquel on va s'attaquer, c'est la science comme pratique d'une élite. On nous a habitués à croire que la science est réservée aux scientifiques, qui sont des gens qui en savent beaucoup plus que nous nécessairement. Et alors ça, c'est pas entièrement vrai. Alors évidemment que pour faire de la science de haut niveau, il faut avoir un certain bagage de connaissances. Mais on n'est pas obligé de faire de la science à haut niveau. On peut faire de la science au quotidien. Alors, on peut revenir à la définition de la science qu'on a donnée au début. Une de ces définitions, c'est connaissance approfondie d'un domaine quelconque acquise par la réflexion et l'expérience. Cette définition, elle s'applique à énormément de choses. On pourrait parler par exemple de science du jardinage ou science du tricot. C'est juste savoir faire quelque chose. Et on voit bien que là, la science est liée à la technique. Avoir la science de quelque chose, c'est aussi en maîtriser la technique. Et donc la science des choses du quotidien n'a pas moins de valeur que la science de haut niveau. Elle s'applique juste dans un contexte différent. Elle reste une connaissance efficace. La base de la méthode scientifique, elle est accessible à tous. Il faut avoir une théorie et la vérifier par la confrontation avec le réel en renouvelant les expériences. Troisième dogme, la science, c'est le progrès. De nos jours, on a tendance à accepter l'idée que la science, ce serait un progrès en soi. En réalité, quand on y réfléchit, la science n'a que peu d'importance dans la vie de la plupart de nous. La plupart de notre vie n'est pas vécue de manière scientifique. Et puis déjà, pour être scientifique, il faut être capable de se distancer du réel pour l'observer. Et ça requiert un effort qui est vraiment incroyable. La plupart du temps dans notre vie, on est pris dans le réel. Le réel a trop d'emprise sur nous pour nous laisser penser scientifiquement de manière détachée. Et il faut aussi considérer le fait que nous, les êtres humains, on a besoin de magie dans un sens dans notre vie. Et le problème, c'est que la science, elle a tendance à retirer cette magie de la vie, justement. Donc, je donne un exemple pour illustrer ce que j'entends par magie. Moi, en tant que musicien, j'ai remarqué que quand j'apprends à jouer un morceau, parce que je le trouve joli, parce qu'il m'enchante, une fois que je sais le jouer, je le trouve moins joli. Parce que j'en connais la mécanique. Et ça vaut pas qu'en musique. La même chose vaut pour l'amour aussi, par exemple. Bien souvent, à force d'enchaîner les partenaires et les expériences, on finit par perdre ce sentiment de magie de la rencontre avec l'autre pour tomber dans une sorte de froide connaissance statistique du sexe opposé. Et d'ailleurs, à cet égard, le misogyne, c'est soit quelqu'un qui ne fréquente pas assez les femmes, donc un frustré, soit quelqu'un qui les connaît trop, donc un déçu. L'un est ignorant, l'autre en sait trop, il est victime de la statistique. De l'un à l'autre, on n'a pas vraiment fait de progrès. Ça reste un misogyne. Le problème, c'est que justement, aujourd'hui, au nom du progrès, la science va trop loin. Elle a tendance à mettre son nez partout et à se mêler un peu trop de ce qui ne la regarde pas, notamment à travers les progrès de la technologie. C'est comme si à chaque fois qu'on avait un problème, il fallait absolument arriver avec des explications et des solutions scientifiques du plus haut niveau. Or, on peut se poser la question de savoir si un monde plus technologique et plus scientifique est forcément un monde meilleur. Il est curieux, par exemple, de remarquer qu'à une époque où tout le monde a un smartphone, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle la détox, la détoxification des réseaux sociaux, les retraites de yoga, des choses comme ça. Et pareil avec la nourriture, on cherche de plus en plus à revenir à des aliments non transformés, bio, dont la production respecte l'environnement, etc. Donc la science, on le voit bien, n'est pas nécessairement un progrès en soi, c'est un progrès relatif. Et il faut savoir doser la science dans nos vies. Quatrième dogme,
La précision des sciences dures serait un idéal et un modèle scientifique que toutes les autres sciences devraient s'efforcer d'atteindre. On oublie littéralement l'existence des sciences humaines. On a vu que les mathématiques avaient tendance à être déshumanisantes dans leur vision manichéenne du monde, parce que leur objet est entièrement abstrait. Et justement pour pallier à ce manque, il y a d'autres sciences qui se chargent de penser le monde dans ses aspects les plus contradictoires, les plus humains. Donc on peut citer par exemple la sociologie, la psychologie, l'histoire, la géographie, etc. Mais parmi elles, il y en a une qui les rassemble toutes. C'est la philosophie, qu'on appelle aussi la mère des sciences. Alors pourquoi mère des sciences? Parce que la philosophie, ce n'est pas une discipline. Je me souviendrai toujours de la première leçon de philo que j'ai eue en terminale. Le prof, le premier truc qu'il nous a dit, c'est « on ne sait pas ce que c'est que la philosophie ». Là, je me suis dit « merde, putain, le mec, il va nous enseigner pendant 1 an un truc qu'il ne connaît pas lui-même ». Mais en fait, non. Ce qu'il voulait juste dire, c'est que la philosophie, ce n'est pas une discipline au sens propre. La philosophie, c'est plutôt cette impulsion qui pousse l'homme à vouloir connaître. Cette impulsion que l'on trouve dans toutes les sciences, en fait. Et finalement, c'est peut-être ça que toutes les sciences ont en commun, cette volonté de repousser sans cesse les limites de la connaissance. Et donc, la philosophie opère cette grande synthèse entre toutes les sciences. Le philosophe, c'est pas un spécialiste de la philosophie. C'est un maître dans l'art d'articuler les idées. Et ces idées, elles peuvent être empruntées à de nombreuses autres sciences. D'ailleurs, la plupart des philosophes sont des mecs qui s'intéressent à tout. On pense à Platon, Aristote, Descartes, Leibniz, Hegel, Rousseau, Nietzsche, etc. Ils ont tous investigué un grand nombre de disciplines et de domaines de connaissances. Le philosophe, c'est l'esprit synthétique, alors que le scientifique, c'est plutôt l'esprit analytique. Or, comme le dit Hegel, le vrai, c'est le tout. Celui qui cherche la vérité doit donc nécessairement faire de la philosophie, c'est-à-dire ne pas rester prisonnier de son domaine de prédilection, mais aussi le mettre en relation avec d'autres domaines pour arriver à cette vérité totale, ou du moins s'en rapprocher le plus possible. Dans cette optique, on peut dire que la science, au singulier, finalement, la seule qui existe, ce serait la philosophie en tant que synthèse de toutes les autres sciences. Donc pour conclure sur ce sujet de la science, on peut dire en quelques mots qu'il faut arrêter de vénérer la science en pensant aux sciences dures. Les sciences dures n'ont pas assez de valeur pour faire l'objet de ce culte qu'on leur voue. Il faut plutôt bien comprendre ce que sont que les sciences, chacune étant un discours qui tente d'expliquer de manière analytique un aspect précis du monde, en essayant le plus possible de se rapprocher de la vérité, c'est-à-dire de l'adéquation entre le discours et le réel. Adéquation qui se vérifie par l'expérience. Donc arrêter de vouer un culte aux sciences dures et remettre en lumière un aspect de la définition de la science qui a été oublié. La science, au fond, ça vient du latin scio, qui veut dire connaître, je connais. Quand on maîtrise un domaine, on en a la science. Certes, certains domaines ont plus d'exigences que d'autres, mais ils se recoupent tous sous cette définition de la science, c'est-à-dire de l'homme qui maîtrise son environnement. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi bien comprendre qu'on ne vit pas dans le monde de la science. La réalité telle que nous la percevons est quelque chose d'autre que la réalité telle que la science l'examine. Et donc ce qui est déroutant finalement avec la science, c'est que sous cette même appellation, on peut retrouver différents sens. Aucun de ces sens de la science n'a plus de valeur que l'autre. Ce qui importe, c'est de savoir dans quelles circonstances faire usage de l'un ou l'autre de ces sens pour mener une vie satisfaisante. Voilà, j'ai essayé d'être clair et cohérent et complet sans faire trop de digressions. J'ai pas forcément atteint le niveau de clarté que j'envisageais en préparant cette émission. Si vous avez des questions, si j'ai laissé un point qui serait pas clair ou quelque chose que j'ai oublié de dire, allez poser vos questions dans les commentaires, allez me signaler ce que j'ai oublié. Et aussi, abonnez-vous, partagez, mettez des pouces bleus. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau mot.